Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, partout où vous êtes à travers le monde, pour suivre ces programmes. Un programme qui vous donne des informations dont vous avez besoin. Alors, je dis d'abord merci à ceux qui ont pensé nous rejoindre déjà, à vous tous qui nous suivez. Bonjour aux amis de l'Europe, de l'Asie, et bonne nuit aux amis des États-Unis. Je pense qu'il y en a qui vont suivre l'émission en différé, puisqu'ils dorment encore, donc c'est comme ça. Alors, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour quelques minutes et échanger avec vous autour de la situation en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère avec qui nous avons toujours analysé la situation du pays. Il s'agit de M. Eric Mwamba depuis l'Australie. Alors, M. Eric, merci beaucoup d'être avec nous et bonjour, bon week-end chez vous. Chers amis, vous le savez, la semaine reste marquée par plusieurs actualités, disons. On note, entre autres, la visite du chef de l'État dans les Grands Katanga. Quels sont les dessous de cette visite? Nous allons discuter, nous allons parler de la question avec M. Eric Mwamba et nous allons également aborder la question de l'état de siège. Voilà une semaine déjà que l'état de siège a été décrété par le chef de l'État. Où en sommes-nous? Quelles sont les retombées? Quelles sont les conséquences? Et comment les choses évoluent dans cet état des lieux une semaine après? Nous allons en parler aujourd'hui. Et notre sujet, le dernier, peut-être si nous aurons le temps, ou nous aurons sûrement le temps, puisque le dernier sujet, c'est la question de Matata Mponyo qui se disait prêt à affronter la justice, mais nous venons de l'apprendre tout à l'heure, le Sénat refuse d'élever les immunités de Matata Mponyo et décide donc de les protéger. Alors, nous allons aborder la question avec Monsieur Eric Mwamba. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Alors, commençons d'abord par cette nouvelle que je viens de lire sur votre site web, grandjournalcd.com. Alors, vous nous présentez d'abord une écrivaine congolaise qui a commencé à écrire à l'âge de 13 ans et aujourd'hui, elle a 19 ans. Est-ce que, M. Eric, vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour HK, bonjour à tous les fidèles de ces programmes, ces rendez-vous d'information qui va au-delà de l'information. Alors, vous allez voir, je suis habillé un peu de manière particulière. Je me suis déguisé en officier de renseignement militaire en soutien aux forces armées de la RDC dans le cadre de l'état de siège. Également, voilà. Ça, c'est très bon. Il fallait me dire aussi, pour que je sois en tenue FARDC. Mais demain, je vais porter aussi ma tenue FARDC pour soutenir les FARDC. Exactement. Et moi, j'ai fait le camouflage en officier de renseignement militaire pour traquer tous ceux qui troublent la paix de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Et alors, tout mon soutien au FARDC, tout mon soutien, le soutien du grand journal, l'ensemble de l'équipe
au commandant suprême de FARDC plein succès. Nous voulons que l'ensemble de la RDC soit pacifié. Et en même temps, je voudrais en profiter aussi pour lancer un appel à l'ensemble de nos compatriotes, la diaspora congolaise. Nous avons toujours été dans la critique, mais voici, le chef de l'État nous a donné l'occasion, l'opportunité de venir en aide. Il a dit lors de son discours à Lubumbashi, avant d'entrer dans les sujets, il a fait un appel, le président, le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, il a dit que tous les citoyens congolais qui ont quelque chose à partager avec les familles des militaires qui sont au front, n'hésitez pas, solidarité nationale envers les FARDC. Alors, pour ne pas effrayer nos téléspectateurs, je vais sortir de ma casquette d'officier des renseignements. D'officier de renseignement. Ça, c'est bon. Pour mon costume de journaliste. Donc, je vais me débarrasser de la tenue militaire. Hein, merci beaucoup. Merci. Journaliste et commencer à analyser J'ai beaucoup de lunettes qui m'ont été envoyées par le nouveau ministre de la Défense. D'accord. Alors parlons de cette écrivaine. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est congolaise, c'est ça? Exactement. C'est une jeune fille très dynamique, Tegrayav, résidente à Lubumbashi, qui est dans la carrière d'écrivaine, auteur. Elle est la plus jeune membre de la Société nationale des auteurs et écrivains en République démocratique du Congo. Donc, elle a publié son premier livre à l'âge de 13 ans et à 19 ans, elle a publié son deuxième livre dont le titre est « L'enfant et l'école ». Donc, c'est un essai socio-politique qui émet le souhait que tous les enfants soient à l'école et ça tombe bien dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Le président en a parlé aussi à Lubumbashi. Et selon Tegrayav, les enfants ne devraient pas être dans la rue. Il faut aussi bannir des mariages précoces. Il faut que les parents, les autorités, toute la société fassent un effort pour que les enfants soient à l'école. Sinon, c'est le pays qui va en pâtir. Un grand journal ne pouvait pas laisser cette dynamique jeune fille à marge de l'actualité puisque nous sommes toujours habitués à parler des hommes politiques, mais est-ce qu'on parle des hommes politiques, on parle des minéraux? Est-ce que pour un pays, y a-t-il meilleure richesse que sa jeunesse? Et là, j'aimerais en profiter aussi pour dire, faire un clin d'œil au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Là, on voit le Tegra avec la ministre provinciale de l'éducation, Madame Kabange Yulunga, Prudence, qui a rehaussé la manifestation de vernissage du livre, c'était le 24 du mois dernier. Et il y a aussi la ministre du genre, Madame Léopoldine, qui était empêchée, mais qui a envoyé une délégation. Plus tard, Tegra a été reçu au gouvernorat par la ministre de l'Éducation. Ça montre que le gouvernement provincial du Haut-Katanga sous Jacques Kiaboula est mobilisé pour accompagner la jeunesse, ce qui est une très bonne idée. Une très bonne chose. Donc, elle est à son deuxième livre. Donc, toutes mes félicitations, Madame Tegra, donc, Mademoiselle Tegra, et qui a commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Elle sera notre invitée ici sur notre chaîne, je pense, dans les jours à venir, toutes les bonnes choses. Donc, nous nous sommes donné le devoir d'encourager tous les Congolais qui se distinguent dans ce genre de choses. Alors, nous irons à Lubumbashi l'apprendre et puis comprendre comment il arrive à écrire à l'âge de 13 ans, ce qui est extraordinaire pour tous les enfants de la RDC. Alors, Eric Mwamba, revenons sur l'actualité. Commençons d'abord avec cette actualité, c'est avec Matata Mponyo qui vient d'être protégé. La nouvelle vient de tomber. Le Sénat refuse de lever les immunités de Matata Mponyo, alors que Matata Mponyo, il y a quelques jours, il se disait non. Matata Mponyo se disait prêt à affronter la justice. Alors, comment avez-vous apprécié ces comportements du Sénat? Maintenant, là, tout est bloqué. Bon, il faut d'abord préciser que Matata Mponyo est
visé par une enquête de l'inspection générale des finances dans le cadre du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dans le Bandundu, où IGF estime qu'il y a 200 millions de dollars qui sont volatilisés et qui sont sans trace et dont on aimerait trouver des traces. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme souvent dans ces genres d'affaires, l'inspection générale des finances transmet son dossier au parquet. Et c'est dans ce cadre-là que le procureur de la Cour constitutionnelle a saisi le Sénat pour que le Sénat puisse lever les immunités de Matata Mponyo, qui est un sénateur, afin qu'il soit auditionné. Il faut préciser que Matata Mponyo est présumé innocent, puisque ça, c'est le principe cardinal du droit. Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas encore établie par le dernier jugement. Exactement. Dans ce cadre-là, le procureur de la Cour constitutionnelle a saisi le Sénat. Mais il faut considérer que c'est un problème d'interprétation de la loi. On ne sait pas dans les jours à venir comment ça va se passer, puisque les sénateurs ont estimé que Matata Mponyo n'est plus Premier ministre, puisque la Cour constitutionnelle a comme justiciable deux personnalités, le président de la République et le Premier ministre. Alors, les sénateurs réunis hier ont estimé que Matata Mponyo n'est plus ministre, n'est plus Premier ministre, et par conséquent, les sénateurs ne peuvent pas lever ces immunités à la demande du procureur de la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont estimé que Matata, en tant que sénateur, comme les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre et le Président de la République, sont poursuivis en premier et en dernier ressort par la Cour de cassation. Donc, c'est la raison qui a été évoquée par les sénateurs qui ont estimé que si la demande venait de la Cour de cassation, ils vont examiner et lever les immunités. Et c'est un problème tout à fait d'interprétation de la loi, et c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à interpréter la loi en République démocratique du Congo. On va voir dans les heures à venir ce qui va advenir. Donc maintenant, les dossiers restent entre Matata et la Cour constitutionnelle d'abord pour interpréter les textes, c'est ça? En fait, ce qui va se passer, c'est que le Sénat va envoyer son rapport à la Cour constitutionnelle qui avait demandé la levée d'immunité de Matata Mponyo avec cette exception. C'est-à-dire que le Sénat a levé une exception en disant que Matata, en tant qu'ancien Premier ministre, n'est plus justiciable à la Cour constitutionnelle et par conséquent, le Sénat ne se voit pas dans l'obligation de lever ses immunités. Donc maintenant, on va voir si qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va faire. Est-ce que la Cour constitutionnelle va dire « Ok, le Sénat a raison ». Cela peut arriver, les juridictions peuvent se tromper dans les procédures. Ça arrive dans tous les pays du monde. Et si c'est le cas, le dossier va être transféré ou transmis de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Et ça, on va le voir dans les jours à venir. Alors là, ça risque de bloquer toute la machine puisque la justice, quant à elle maintenant, elle va d'abord attendre. Et peut-être ça peut aller jusqu'à la fin de la législature, disons, actuelle. Ça peut prendre 3 ans. Hein, si les Sénats se dira qu'il n'est pas plutôt compétent de poursuivre, d'enlever les immunités de Matata, le dossier va rester un tout petit peu dans les tiroirs, donc. Non, il faut dire que si la Cour constitutionnelle reconnaît qu'il y a eu erreur au niveau de la procédure et que la Cour constitutionnelle n'était pas compétente de demander les immunités, le juge de la Cour constitutionnelle va tout simplement transférer les dossiers à la Cour de cassation et c'est quelque chose qui peut se passer dans quelques heures puisqu'il faut dire que Matata Mponyo a déployé toute une armada de communicateurs qui mettent en porte-à-faux l'inspecteur général, l'inspection générale de la police et même la justice congolaise, hein, parce qu'avant de quitter, il séjournait en Guinée, il a dit
je retourne au pays pour affronter une justice qui est instrumentalisée, une justice politiquement instrumentalisée. Donc, il s'agit, oui, c'est-à-dire que Matata Mponyo a même remis en cause la neutralité, l'impartialité et l'indépendance de la justice congolaise. Et c'est quelque chose qui peut être interprété par la justice comme l'outrage, comme une espèce d'outrage à la justice. Et je pense que la justice va faire diligence pour que le dossier commence à être instruit. Et dans les dernières heures, HK, il y a déjà 2 ministres, puisque le premier ministre, l'ancien premier ministre Matata et l'ensemble de ses communicateurs estiment que ce n'est pas lui, Matata, qui devrait être poursuivi, mais plutôt les ministres sectoriels. Et comme donc la réponse du berger à la bergère. Du berger à la bergère qui dit que Matata n'a pas géré de l'argent. L'argent a été géré par les ministres sectoriels. J'ai suivi la déclaration de 2 ministres, oui. Exactement. Il y a déjà réponse du berger à la bergère. 2 ministres déjà, notamment le ministre de l'Agriculture, au moment des faits, est sorti de sa tanière. Hein. Il est sorti de son silence pour dire que, en tout cas, tout a été boutiqué par le Premier ministre Matata Mponyo, puisque le nœud gordien du dossier, c'est l'entreprise sud-africaine Africom, qui a été choisie par le gouvernement. Là, le ministre dit que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre sectoriel, c'est le Premier ministre qui avait choisi l'entreprise, mais c'est le Premier ministre qui avait choisi l'entreprise. Et ce qui est mis en cause dans les choix de cette entreprise, c'est que c'était un marché de gré à gré, alors que la loi sur la passation des marchés pour des dossiers qui concernent plusieurs millions de dollars exige qu'il y ait un appel d'offres. Ça, c'est le premier élément. Oui, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait tout simplement que l'entreprise en question, selon l'audit de l'IGF, n'a pas la compétence en matière d'agriculture, puisque c'est une entreprise spécialisée dans l'alimentation. Donc, l'alimentation et l'agriculture, ce sont 2 domaines différents. 2 domaines différents. Et d'ailleurs aussi, l'entreprise n'a que 3 ans d'expérience de vie. Elle a été créée en 2011 et c'est en 2014 que l'entreprise bénéficie de ce marché de plusieurs millions de dollars de la RDC. Ça, c'était une parenthèse. Et le projet était chiffré à 500 millions de dollars américains. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour ce genre d'enveloppe, on ne peut pas attribuer le marché de gré à gré. On doit obligatoirement, selon la loi sur la passation des marchés, obligatoirement procéder à l'appel d'offres. Et l'appel d'offres doit privilégier en premier lieu les Congolais. Donc, il faut donner la possibilité, dans un premier temps, aux Congolais, aux entreprises congolaises, si jamais, après examen de dossier, il n'y a pas de la compétence requise au Congo, c'est à ce moment-là qu'on peut ouvrir le marché aux entreprises étrangères. Mais alors, oui, vas-y. Continue, termine ta phrase. Cette procédure n'a pas été respectée et non seulement on n'a pas donné la possibilité aux Congolais de compétir, mais aussi on a donné le marché à une entreprise qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de rapport, qui n'a pas de lien avec les domaines en question. Donc, ça c'est... Alors, oui. Que diriez-vous de ces journalistes qui soutiennent vraiment tous les contours autour de ces projets gérés par Matata Mponyo, qui déclarent que Matata n'y est pour rien? Or, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est parmi les éléments qui ont fait à ce que Vital Kamerhe se retrouve aujourd'hui en prison, puisque la procédure dans l'octroi du marché sur la construction de maisons préfabriquées n'était pas respectée selon la loi congolaise. Alors, juste un petit mot par rapport à ces médias qui montent déjà, qui préparent déjà les terrains, les esprits aussi des gens et des juges pour dire que Matata n'est pas concerné par ces dossiers. Oui, tout simplement, HK, la semaine dernière, on était dans cette émission en train de parler encore des méthodes journalistiques. C'est encore une fois les journalistes qui interviennent
dans le dossier Matatamponi ont commis des erreurs méthodologiques graves en tant que journalistes. D'abord, puisque ils ne présentent pas les éléments des lois. Donc, ils soutiennent tout simplement que le marché de gré à gré est légal. Oui, c'est légal, mais la loi a déterminé les seuils, qu'on ne peut pas franchir. Là, il s'agit de 500 millions de dollars. Et je crois que le marché de gré à gré, c'est pour des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Là, on peut, pour aller vite, si je ne me trompe pas, la loi congolaise situe à partir de 5 millions de dollars et 1 dollar, et le marché doit être, l'appel d'offres doit être publié à partir de 5 millions et 1 dollar. Oui. Exactement, mais lorsqu'il s'agit de montants modiques, pour ne pas perdre le temps, le législateur a permis qu'il peut y avoir des besoins urgents que l'État peut avoir. D'où on peut donner un marché de gré à gré pour gagner du temps. Mais ça, c'est un projet costaud. Nos amis journalistes, je n'aurais pas froid aux yeux de le dire, ils ont fait la honte de la profession. Ils ont commis des erreurs méthodologiques graves. D'ailleurs, ils ne sont pas allés en Afrique du Sud. Donc, ils n'ont pas enquêté sur... Ils n'ont pas enquêté sur les dossiers. Ils n'ont pas enquêté sur les dossiers. Oui, en fait, le rapport semble avoir été rédigé quelque part par un cabinet politique et qu'on leur a remis, et ils n'ont fait que relayer dans leurs médias, et c'est grave, c'est triste pour nos journalistes. Mais moi, j'aimerais dire un mot sur Bukangalonzo HK, très rapidement. Donc, Bukangalonzo, en soi, c'est un projet monté tout simplement pour détourner l'argent de l'État. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous prenez, parce que ceux qui ont conçu Bukangalonzo, le gouvernement des surdoués, dirigé par un premier ministre surdoué, comme il se qualifie. L'homme à la cravate rouge. Oui, comme il se qualifie, nous allons publier une grande analyse lundi sur le site du Grand Journal. Moi, je considère que le projet lui-même était monté pour détourner de l'argent. Pourquoi j'ai dit ça? Puisqu'ils disent qu'ils ont fait leur projet pour lutter contre la faim en RDC. C'est qu'il y a une aberration, puisque quand vous regardez des grands pays dont l'économie est basée sur l'agriculture, comme la France, comme l'Australie, et en Afrique, il y a de grands pays qui ont basé leur économie sur l'agriculture, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, même la Zambie à côté. Vous rappelez-vous, les Zimbabwe, avant la réforme agraire, l'Afrique du Sud, tous ces pays dont l'économie est basée sur l'agriculture, ce n'est pas le gouvernement qui est propriétaire des fermes. Ce n'est pas le gouvernement qui est propriétaire de parcs agro-industriels comme on veut nous le faire croire. Ce sont des citoyens de ces pays. Les fermiers sont des citoyens de ces pays qui bénéficient des facilités de l'État. Et quelles sont les facilités? Les facilités peuvent être des terres gratuites, c'est-à-dire un citoyen congolais qui dit par exemple, moi je vais être fermier, je suis un fermier, je vais nourrir la population congolaise, je vais exporter au-delà mes produits, au-delà de la RDC, exporter dans la sous-région et au-delà. Et qu'est-ce que l'État fait? Pour lui permettre d'être compétitif, l'État peut lui donner des terres gratuitement, puisque au terme de la loi Bakajika, les sols et les sous-sols appartiennent à la loi Bakandeja. Oui, la loi Bakajika. Bakandeja. Oui, Bakajika, la loi Bakajika. Donc, c'est pas Bakandeja. Non, Bakajika. Bakandeja, c'est le professeur. Bakajika, c'est l'ancien député qui est l'auteur de la loi. Donc, l'État peut donner des terres gratuitement à quelqu'un qui dit, non, écoutez, moi, je suis fermier, j'ai mon capital. L'État peut lui donner des terres gratuitement. L'État peut lui donner les exonérations fiscales, c'est-à-dire qu'il ne va pas payer les taxes. L'État peut lui accorder des facilités administratives. C'est ce qui fait que, tu vois, par exemple, en France, la France est l'un des pays en Europe où la nourriture coûte moins cher puisque l'agriculture est subventionnée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'agriculture est entre les mains des citoyens. La Côte d'Ivoire, le Ghana, la Zambie, tous ces pays qu'on a énumérés, c'est la même chose. Ici, puisque l'État ne doit pas faire les affaires.
Quand l'État fait les affaires, l'État entre en concurrence déloyale avec la population. Donc, dans le dossier de Matata Mponyo, il y a plusieurs leçons qu'il faut tirer qui montrent tout simplement qu'il s'agit de la corruption et du détournement savamment organisé par le gouvernement lui-même. Prenons, je vais dire un tout petit temps pour finir. C'est un projet qui peut nous prendre des heures et des heures d'émission. Des heures pour expliquer tous les contours. Oui, comment vous allez produire à Bukangalonzo pour acheminer la nourriture, par exemple, à Bunya, à Goma, à Kananga, à Bukama, à Kasumbalesa, dans un pays où il n'y a pas de route, dans un pays où il n'y a pas de voie de communication? Comment vous allez faire? Donc, c'est tout simplement, je vois, on a déployé. Et puis, ils sont, les journalistes et les médias sont en train de vilipender la justice. Ils sont en train de vilipender les institutions de l'État qui font leur travail. Et puis, Matata est présumé innocent. Il a été convoqué tout simplement par le juge pour lui donner la possibilité de venir présenter sa version des faits. Je ne sais même pas pourquoi les journalistes... Il y a trop d'agitation, il y a déjà trop d'agitation, il y a même déjà des conclusions avant même que les procès ne commencent. Donc, c'est un peu un rêve, puisque même ici aux États-Unis, vous verrez que l'État n'est ni de près ni de loin concerné par l'agriculture. Ce sont des particuliers qui font leurs propres projets dans les différents États. Et bon, quand on dit on centralise l'agriculture à Bukangalonzo pour nourrir toute la République, c'est vraiment un rêve. Et puis, bon, enfin, il fallait que Matata nous montre. Nous souhaitons que ce procès soit retransmis. Comme ça, nous aurons plus de détails là-dessus. Alors, nous revenons tout de suite sur la grande actualité de la semaine. C'est l'arrivée, la visite donc du chef de l'État à Lubumbashi. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette visite. Il y a une certaine opinion qui pense que Félix Tshisekedi a commencé déjà sa campagne pour se rassurer qu'il est sur un bon chemin en 2023. D'autres disent que non, c'est la première fois pour aller juste dire un petit bonjour aux gens, à ses électeurs de Lubumbashi. Mais d'autres également pensent qu'il s'est réveillé pour fermer toutes les portes à travers lesquelles sortaient des minerais de la RDC de manière clandestine. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus? Bon, il faut savoir que Félix Tshisekedi était d'abord un homme politique. Ça, c'est très important pour le savoir. Et en tant que tel, il doit être un stratège. D'ailleurs, il a montré depuis le début de son mandat que c'est un stratège habile. Et il est dans une certaine logique que, au niveau du grand journal, nous considérons comme étant une certaine cohérence géostratégique. Et au nom de ces principes, Félix Tshisekedi a décidé, après le gouvernement, la sortie du gouvernement de l'Union sacrée, sa visite dans le Katanga peut être interprétée sur deux piliers. Le premier, c'est qu'il doit réduire davantage l'influence de ses adversaires politiques. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'il doit renforcer sa légitimité au niveau national en tant que président de la République. Cette visite intervient après, il a décrété l'état de siège à l'Est, il a lancé l'offensive militaire à l'Est et il va au Katanga. Et quand vous regardez la redistribution des cartes au niveau politique actuellement, Félix Tshisekedi, avant même la nouvelle configuration politique au niveau du Parlement, avant même le basculement de la majorité au niveau du Parlement, il a fait le toilettage au niveau de son cabinet politique, donc le cabinet présidentiel, où il a nommé un directeur de cabinet originaire du Grand Katanga, il a un porte-parole originaire du Grand Katanga, il a un ambassadeur itinérant originaire du Grand Katanga, un directeur de communication originaire du Grand Katanga, et par-dessus tout, après le basculement de la majorité, il a nommé un premier ministre originaire du Grand Katanga. Pourquoi? Puisqu'il doit réduire, rappelle-toi que HK, dans le cadre du FCC Cash, beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui disaient que Félix Tshisekedi était une marionnette de Joseph Kabila, et Joseph Kabila, dont le bastion
se trouve dans le Katanga. Donc le pouvoir de Joseph Kabila reposait sur les caciques sur le Grand Katanga. du Katanga, sur le Grand Katanga. Donc, Félix Tshisekedi doit, pour réduire l'influence du FCC et de son chef, l'ancien président, il a redistribué les cartes au niveau de son entourage autour du Grand Katanga. Et il a sorti des nouveaux leaders. Toutes les personnalités dont je parle sont des personnalités qui ne sont pas connues sur l'échiquier politique. Sur l'échiquier politique, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais travaillé, disons, les noms ne sont pas du tout connus du grand public, en fait. Du grand public, exactement. Et avant sa visite au Katanga, il y a d'abord son directeur de cabinet qui est allé. Après, il y a le Premier ministre qui est allé dans le Katanga pour préparer l'arrivée du président de la République. Donc, du côté vous voyez aujourd'hui les grosses gueules katangaises du FCC se sont tues. On n'entend plus aucun son de ces côtés-là, du côté de grosses gueules du FCC. Et du côté de la Mouka, il a, dans le cadre du gouvernement de l'Union sacrée, il a amputé Martin Fayulu de ses plus gros supporters. Donc, Moïse Katumbi, par exemple, dans le Katanga, Moïse Katumbi, qui fait partie, dont les collaborateurs font partie du gouvernement actuel et de la majorité parlementaire, Moïse Katumbi n'est plus avec Martin Fayulu. Et ça, c'est la deuxième chose. Toujours dans le Katanga, puisque Moïse Katumbi, c'est toujours dans le Katanga. Et dans le Katanga, le dernier élément dans le Katanga, c'est la richesse du Katanga, qui est une province, bon, je parle du Grand Katanga, puisque maintenant, il y a eu les démembrements, mais vous voyez que malgré les démembrements, les richesses du Katanga sont restées concentrées dans le Haut-Katanga, la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba. Donc, il y a son siège à Kolwezi pour le Lualaba et le siège à Lubumbashi pour le Haut-Katanga. Et tu vois que pendant son séjour, puisque le démembrement a donné lieu à 4 provinces dans l'ancienne province du Haut-Katanga, mais pendant son séjour, le président n'est allé qu'à Lubumbashi et à Kolwezi. Il n'est pas allé. C'est là où il y a la concentration des minéraux. C'est là où opèrent les multinationales qui exploitent les minéraux. Et tu as vu, et je ne sais pas si tu as regardé les images, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabola, c'est un cadre du PPRD. Je ne dis même pas un cadre du FCC, mais je dis c'est un cadre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Et tu as vu Jacques Kiabola en train de crier Fachi Béton, Fachi Béton, Fachi Béton. Je ne sais pas si tu as regardé les images. Et le Premier ministre aussi, lors de son séjour, parce que le Premier ministre a fait 2 voyages dans le Katanga au cours d'une semaine. Au cours de la même semaine, il a fait 2 voyages. Et on a vu le Premier ministre à la place de la Poste en train de crier Fachi Béton devant la population. C'est tout simplement pour dire que le président de la République réduit l'influence de ses adversaires politiques et il renforce sa légitimité au niveau national. C'est de la même manière, tu as vu, il y a eu une grosse polémique, les gens lui demandaient d'aller à l'est du pays et il n'a pas eu besoin d'y aller. Il a lancé l'offensive militaire en décrétant l'état de siège, ce qui le met en symbiose avec la population de l'Est. Et il y a aussi le Sénat qui est aujourd'hui dirigé par quelqu'un, un ressortissant du Grand Est, Modeste Bahati, qui vient de la même province que Vital Kamerhe qui est en prison aujourd'hui. Et vous avez l'Assemblée nationale qui est dirigée par quelqu'un de Bandundu, ressortissant de la province de Martin Fayulu et de Adolphe Muzito. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Muzito, donc l'aile Martin Fayulu, la Mouka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito est restée une quantité négligeable, une quantité inutile dans l'influence de la politique congolaise. Voilà les raisons qui ont poussé le président. C'est également même chose avec les Katanga. Alors, que vous dit cette vidéo, par exemple, là c'est sur le plan politique, mais maintenant sur le plan stratégique. Quand je vois cette vidéo, et Fachi évoque dans son discours une éventuelle
présentation comme candidat aux élections de 2023. Regardez ces images d'abord. Ce n'est pas possible. Alors, comme vous venez de le dire, et regardant ces images, Félix Tshisekedi s'est dit, il se frotte quand même les mains pour dire, et il a même glissé un mot, je reviendrai à vous, vous demandez d'évaluer ma gestion, puisque nous avons besoin de faire mieux. Est-ce que c'est une phrase provocatrice ou il a dit clairement son intention? Bon, ce n'est pas une phrase provocatrice puisque le président de la République est dans ses prérogatives constitutionnelles du garant. Il a donc commencé la campagne alors? Oui, puisque en fait, il n'a pas commencé la campagne puisque pendant ces différents discours, ces différentes interventions dans le Katanga, il a parlé de ces thèmes phares qui sont notamment la gratuité de l'enseignement. Il a parlé de la pacification du pays en mobilisant la population autour de FARDC. Il a parlé de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, avec notamment la gestion rationnelle des minéraux de la RDC en faveur de la population congolaise. Il a même dit que bientôt, la RDC va devenir la capitale mondiale des minéraux stratégiques. Donc, il a dit que les étrangers ont trop profité et il a parlé de la cohésion nationale en disant que, en félicitant la population qui a tourné en dérision les sirènes de mauvais augure qui voulaient couper le Katanga du reste de la RDC. Donc, moi, je pense que le président de la République est dans ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de la sécurité intérieure et de l'intégrité des frontières nationales, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que garant de la cohésion nationale, le président de la République est tout simplement dans ses prérogatives constitutionnelles. Et n'oublions pas les derniers points avant de chuter, n'oublions pas que le président de la République est au milieu de son premier mandat, puisque la Constitution lui donne le droit de se représenter. Puisque l'article 220, ouais, ça c'est vrai, oui. L'article 220 de la Constitution, l'article verrouillé, fixe le mandat du chef de l'État à 5 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire que le président de la République est en droit, du point de vue de la Constitution, non seulement de finir son mandat qui n'est qu'en son milieu, mais aussi de briguer un deuxième mandat. Et par conséquent, il n'a pas à se précipiter pour lancer la campagne. Moi, je crois l'avoir dit dans cette émission, je retiens encore la date, c'était le 2 avril. Je l'ai dit que dans ces 2 dernières années de son mandat, Félix Tshisekedi va déclencher les grands travaux de grande envergure à travers le pays. Et c'est comme ça qu'il demandera encore la chance auprès des Congolais pour qu'il continue avec sa vision. Alors, peut-être un dernier mot sur la visite du chef de l'État dans les Grands Katanga. J'ai vu qu'il est devenu très proche avec Baba Kyungu. Il appelle affectueusement papa, papa. Et c'est depuis un comportement qu'on a observé, depuis peut-être quand ils étaient encore au rassemblement. En tout cas, Félix Tshisekedi n'a pas changé avec son papa. C'est comme si Baba Kyungu fait partie de la famille Tshisekedi. Ou c'est son oncle paternel, je ne sais pas. Il y a même des gens qui disent que c'est un tout petit peu une flatterie. Qu'est-ce que vous dites? Bon, les gens qui parlent de flatterie ne connaissent pas l'histoire. Moi, j'ai écrit un article quand Étienne... C'est dans sa stratégie politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, en fait, il y a un peu un mélange là-dedans, puisque j'ai écrit un article intitulé Les portraits romans d'Étienne Tshisekedi. Et dans ces portraits, je parlais de Kyungu Akumanza qui confesse que quand Étienne Tshisekedi l'a vu à Genval, rappelle-toi, il y a eu un épisode de Genval, il a serré, ça c'est Kyungu Akumanza qui déclare que
Tshisekedi l'a serré dans ses bras et il lui a dit à l'oreille, le peuple d'abord. Ça, c'est Kyungo qui l'avoue. Et Kyungo Akumanza fait partie des 13 parlementaires auteurs de la fameuse lettre de 52 pages qui est considérée comme l'acte constitutif du processus de démocratisation de la RDC en République démocratique du Congo. Et là, il était avec Étienne Tshisekedi. Et plus tard, ils vont créer l'UDPS. Donc, il est parmi les fondateurs de l'UDPS avec Étienne Tshisekedi. Et n'oublions pas qu'après la mort d'Étienne Tshisekedi, Kyungo Akumanza a déclaré également que Étienne Tshisekedi lui a dit de s'occuper de Félix Tshisekedi. Et là, Félix Tshisekedi est entré dans une sorte de relation fusionnelle avec Kyungo Akumanza, qui n'est pas n'importe qui, mais qui est un leader transgénérationnel, donc un leader qui a connu les péripéties, c'est une véritable bibliothèque pour la République démocratique du Congo, qui a transcendé, qui a traversé l'époque coloniale, l'époque de Mobutu, Kabila père, Kabila fils, qui a joué un rôle très important dans le processus de déclenchement et le processus de démocratisation. Et je pense que Kyungo Akumanza, quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il n'a pas hésité de dire qu'il est de l'UDPS et que c'est le pouvoir de l'UDPS et que Félix Tshisekedi, c'est son fils, il a le devoir divin de s'occuper de son enfant. Et je pense que c'est dans cette logique-là que les deux personnalités, et Félix Tshisekedi lui-même a lancé un appel. Et c'était d'ailleurs surprenant quand Kyungo Akumanza a accompagné Martin Fayulu dans la campagne. Et du coup, après la promulgation, il était presque le premier à changer de vision. Il commence à appuyer Félix Tshisekedi. Je ne sais pas s'il était aux côtés de Fayulu avec toute sa conscience ou il a retrouvé vraiment il a retrouvé sa conscience juste après la promulgation des résultats. Alors, je pense que... Sur ce point, HK, moi, je dirais tout simplement que l'UDPS, déjà à l'époque, l'UDPS n'était pas pour la candidature unique. Déjà, depuis l'époque d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS n'a jamais soutenu la candidature, l'idée de la candidature unique que l'UDPS considère comme étant antidémocratique. Et tout le long de la campagne, Félix Tshisekedi disait, si nous remportons la victoire, si nous gagnons la présidentielle, nous allons diriger avec nos amis de la MOCA. C'est ce que Félix Tshisekedi disait et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs cette posture, cette stature du rassembleur. Et beaucoup de gens s'attendaient que quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, Martin Fayulu allait rejoindre et ça devrait être vice-versa. Si c'était Fayulu qui était proclamé vainqueur, il fallait que Félix Tshisekedi aille rejoindre Martin Fayulu. Et là, on n'a pas compris. Kyungo Akumanza a agi tout simplement dans la logique, dans la cohérence, puisque l'objectif, c'était Kabila dégage. C'était ça l'objectif. Et lorsqu'un opposant est proclamé, et de surcroît, un opposant de l'UDPS, quelqu'un qui est à la tête du plus grand pays, qui a l'ancrage national et qui a l'histoire du combat démocratique, l'histoire de l'accompagnement du processus démocratique, c'était tout à fait logique que Kyungo Akumanza puisse soutenir et les autres puissent soutenir aussi. Alors, pour terminer notre émission, abordons la question de l'état des sièges décrété et les gouverneurs généraux ont pris officiellement leur responsabilité le lundi dernier. Alors, est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui se poser la question, quel est le bilan peut-être d'une semaine déjà, puisqu'il reste officiellement, il en reste 3. Est-ce qu'ils sont dans les bons? Puisque jusque-là, c'est comme s'il n'y a pas encore un début décisif des activités sur terrain. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Bon, c'est tout à fait normal que quand les gouverneurs militaires arrivent, c'est une administration militaire qui vient remplacer l'administration civile pendant la période de l'état de siège. C'est tout à fait normal qu'il y a une période de transition qui peut prendre quelques heures, quelques jours. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a une accalmie du point de vue des hostilités, les bilans macabres auxquels on assistait
des comptages macabres de personnes tuées, les viols, les déplacements massifs. Il y a une accalmie depuis que l'état de siège est décrété. Il y a cette trêve-là qu'il faut observer et qu'il faut saluer. Donc, c'est un élan. Et on a vu aussi des demandes au niveau des différents États, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau international, où les États se sont manifestés pour appuyer les opérations sur le terrain. Même s'il y a une certaine incohérence au niveau de la communauté internationale, puisqu'on a déjà la mission des Nations Unies sur place, qui est une grosse mission de toute l'histoire des Nations Unies, mais qui n'a pas vraiment montré ses prouesses en ce qui concerne la protection des populations civiles. Donc, mais moi, je peux dire que le bilan de l'état de siège est positif, à mon sens, et tout simplement, il faut continuer à mobiliser pour que, puisque un projet de telle envergure, HK, ne peut pas porter ses fruits s'il n'y a pas l'adhésion de la population, s'il n'y a pas l'adhésion des leaders d'opinion, s'il n'y a pas l'adhésion de la classe politique. Donc, c'est un dossier d'intérêt national, la sécurité du pays, puisqu'on ne peut rien faire en RDC en laissant de côté une partie de notre population. Moi, je pense qu'il faut continuer à mobiliser pour obtenir l'adhésion massive et sans condition au FARDC. Alors, il y a une certaine opinion qui se pose des questions. D'abord, on dit que la MONUSCO n'est pas du tout, ne se sent pas du tout concernée. C'est une position qui a été officiellement publiée par les médias internationaux, qui pensent que la MONUSCO est un tout petit peu réservée par rapport à ça, tout en évoquant la raison pour la MONUSCO, c'est que les deux officiers étaient de rebelles. Un vient du MLC, l'autre vient du RCD, et il n'y a pas de confiance. Ils sont cités dans les rapports, je ne sais pas, mapping, et il n'y a aucune raison d'accorder un certain crédit à ces officiers. Ça, c'est une opinion. Une autre opinion pense que les pays voisins et d'autres pays occidentaux donnent l'impression d'apporter un appui à la RDC. Et Félix Tshisekedi a accordé cet appui, a donné cet accord sans se référer au Parlement. Est-ce que vous avez une réponse à donner par rapport à ces inquiétudes? Bon, concernant d'abord la MONUSCO, on connaît un adage, hein. HK, tu es un habitué de cette région, tu es un habitué de la couverture militaire et sécuritaire de la RDC. Tu sais qu'il y a un adage, un nouvel adage qui dit nous kunda no job. Cet adage qui rappelle que pour la mission des Nations Unies, pour les officiers qui travaillent au sein de cette mission, il n'était pas question de mettre fin à cette guerre, parce que mettre fin à cette guerre, pacifier cette partie, veut dire tout simplement que toutes ces personnes vont se retrouver au chômage. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une mission des Nations Unies dure plus de 20 ans dans un pays, puisque les missions des Nations Unies sont déployées généralement dans le cadre de la crise. Et une crise, par définition, est une situation temporaire, est une situation temporaire qui ne va pas durer plus de 20 ans quand même. Qui doit durer très très peu de temps et c'est terminé. Et là, nous sommes dans un cas de figure où, depuis l'histoire de l'humanité, on a une mission des Nations Unies dotée de moyens illimités qui dépense plus d'1 milliard de dollars par jour, qui a commencé avec environ 20 000 hommes et qui est aujourd'hui approximativement à 17 000 hommes, mais où vous avez des civils qui sont tués tous les jours. Et là, il s'agit tout simplement d'un double langage, d'une mission qui ne veut pas se retrouver au chômage, puisque si on met fin à la guerre dans cette province, toutes ces personnes qui sont payées, puisqu'il faut savoir que la plupart des militaires HK qui composent la mission des Nations Unies viennent des pays très pauvres et dans leur pays, ils n'ont pas de salaire significatif. Or, quand ils travaillent dans le cadre des Nations Unies, ils touchent de gros salaires et les taxes sont payées dans leur pays et les salaires sont payés dans leur pays. Les taxes sont payées dans leur pays pendant qu'au Congo, ils vivent gratuitement à charge de la communauté internationale. Ce qui fait que
personne n'aurait voulu. Ces gens n'auraient pas voulu que l'Est de la RDC soit pacifiée pour qu'eux, ils se retrouvent amputés de tous ces avantages. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, mais ça, c'est le double langage de la communauté internationale, puisque l'armée a été brassée. Donc, les différentes armées, les différents groupes rebelles ont été brassés au nom de la paix, au nom du retour de la paix, par la même communauté internationale qui a organisé les différents pourparlers. Il y a eu plusieurs pourparlers, il y a eu plusieurs accords. Et au terme de ces différents accords, accord de Lusaka, accord de Nairobi, accord de Sun City, tous ces accords préconisent que l'armée soit brassée. Ça veut dire tout simplement que les anciens combattants, donc les ex-combattants, c'est une question que tu maîtrises très bien, HK. Ça veut dire tout simplement que les anciens ex-combattants devaient tout simplement être déversés dans l'armée nationale et la communauté internationale a même exigé qu'au nom du principe en droit qui protège les avantages acquis, celui qui était colonel, celui qui était général devrait conserver son grade. Mais ça, c'est un double langage. On ne peut pas verser ces officiers dans l'armée pour ne pas les utiliser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République a abordé cette question publiquement à Lubumbashi en disant que ces officiers font partie des officiers qui, parmi les commandants qui dirigent les corps au sein des forces armées congolaises, et personne n'a protesté. Et aujourd'hui, le président de la République qui a à sa disposition des moyens illimités, notamment les renseignements militaires. Il y a quelques minutes, j'étais dans le rôle de l'officier des renseignements militaires. Oui, donc, le président de la République, qui a toutes ces informations, sait pourquoi il a porté son dévolu sur les deux généraux. Puisqu'il connaît, en tant qu'ancien rebelle, ils connaissent le mode opératoire. Puisque, HK, on parle de la guerre asymétrique. On nous avait toujours rabâché les oreilles en nous parlant de la guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, où on respecte les droits internationaux et humanitaires, on respecte les deux armées identifiées, connues, qui sont en train de s'affronter. Donc, c'est tout à fait judicieux que le président de la République jette son dévolu sur des personnes qui connaissent aussi bien les méthodes de la guérilla que les méthodes de la guerre conventionnelle. Moi, je dois ici, pour vous compléter, je dois ici signaler à tous ceux qui nous suivent et qui donnent confiance à cette fameuse MONUSCO et à cette fameuse communauté internationale, accompagnée de leurs médias internationaux, que ces gens sont en train d'influencer, de créer quelque chose dans les têtes des Congolais pour les décourager. Et tous les médias des Congolais sont emportés, emballés dans cette histoire. Mais mon investigation, je n'ai pas encore fini avec cette investigation, ces médias et la communauté internationale oublient, refusent même, c'est une mauvaise volonté, de communiquer aussi à tous ces médias et à tous ces Congolais que Mamadou Ndala était du MLC. Vous voyez un peu? Mamadou Ndala, aujourd'hui, nous sommes en train de crier c'est un héros, il est ceci, il a fait c'est ça. Mais Mamadou Ndala faisait partie du mouvement de libération du Congo. Et quand il y a eu unification de l'armée, il a été envoyé au Katanga pour diriger les bataillons, 6e bataillon. Et c'est comme ça que Mamadou Ndala est parti. Il est parti avec la volonté du patriotisme. Il est parti avec la volonté de servir le pays. Mais comment Mamadou Ndala a servi, nous avons applaudi. Aujourd'hui, nous refusons que celui-ci ne puisse pas aller au front puisqu'il fait partie du mouvement de rébellion de l'époque. Ça n'a pas de sens. Il faut que la MONUSCO, la communauté internationale et les médias disent aussi ça aux autres Congolais. Et bon, ça donnerait un sens, en fait. Merci beaucoup. Médias, donc, la guerre, un aspect important de la guerre, ça s'appelle autrement la guerre médiatique. Donc, on ne peut pas faire la guerre sans une stratégie médiatique. Donc, les pays, au niveau des relations internationales, il y a un principe de base que sacro-saint que tout le monde connaît, c'est que les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Et les différents médias qui sont déployés dans les tiers-mondes, dans les anciennes colonies, ce sont des médias de propagande. Ce ne sont pas des médias
qui sont utilisés dans ces pays. Et nous avons déjà abordé cette question dans cette émission. Cette question, les médias qu'on voit là, qui couvrent l'actualité au Congo, qui font trop de bruit, comme RFI et tous ces médias de l'espace France Monde et même La Voix de l'Amérique, ce sont des organes de propagande de leur pays. Les journalistes de RFI et d'autres journalistes du groupe Média Monde sont des agents du ministère des Affaires étrangères de la France. Ce sont les agents de l'État, ce ne sont pas des médias indépendants. Donc, eux, quand ils viennent, ils ont des agendas qui sont différents des agendas de la République démocratique du Congo. Donc, il appartient aux médias congolais, mais aussi, il appartient aussi aux forces armées, au ministère de la Défense. Là, c'est un conseil, une suggestion que je pourrais faire. On ne peut pas faire la guerre en laissant les médias de votre pays de côté. Puisque lorsque pendant la guerre, il y a une manière de traiter l'information. On ne traite pas l'information pendant la guerre comme si on était dans... Comme on le fait de manière ordinaire. Comme si on était aux Jeux Olympiques. C'est différent. C'est les Jeux Olympiques et la guerre, ce sont deux périodes différentes. Et les médias doivent avoir une stratégie concertée avec le gouvernement. Et là, je ne parle pas des médias d'État. Je parle des médias généraux. Tous les médias devraient être concertés parce qu'il y a une formation appropriée que les journalistes doivent avoir, comment couvrir l'actualité. Pour accompagner un tel événement, oui. Pendant l'état de siège. Oui, pendant l'état de siège, il faut former les journalistes comment ils doivent couvrir l'état de siège. Donc, il y a plusieurs fondamentaux qu'il faut prendre en compte dans la couverture de cet événement très important dont l'objectif est la pacification de notre pays, puisqu'on ne peut pas commencer le développement si le pays n'est pas pacifié. Mais on ne peut pas laisser des journalistes. Tu sais, HK, que dans notre presse aussi, il y a beaucoup de moutons noirs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas qui maîtrisent pas les ABC du traitement de l'information. Alors, les laisser comme ça, avec le foisonnement des médias de conversation, YouTube. Mais c'est un poison. C'est du poison. Dès que Sonia à l'endroit de l'état de siège. Oui, dès que Sonia a dit quelque chose, c'est tout le monde. Dès que Jeune Afrique qui prend... Oui, merci beaucoup. Dès que Jeune Afrique a écrit une phrase, c'est tout le monde, Jeune Afrique. Si tu regardes bien la plupart des émissions... Ils ont aussi un autre journal, La Libre de Belgique. Mais La Libre de Belgique, c'est l'équipe de La Libre de Belgique, c'est une équipe, c'est un membre d'un parti politique de la RDC. Les articles qui sont publiés dans La Libre Belgique sont rédigés au Congo. Par des militants de partis politiques qui rédigent ça et qui remettent, et ils ne font que publier, tout simplement. Ce n'est pas le travail des journalistes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que dans les jours à venir, le président de la République puisse tenir compte de cette réalité, le ministre de la Défense, le ministre de la Communication, que le gouvernement de la RDC puisse tenir compte de cette réalité. On ne peut pas conduire... Je l'avais évoqué ici et on a déjà perdu une semaine. Oui, chacun travaille dans son secteur et de sa manière. On ne sait pas. On ne peut pas conduire la politique de la défense nationale en mettant à côté le traitement de l'information. Puisque l'information HK, l'information relève du domaine stratégique de l'État. Puisque un petit mot, nous avons parlé de ça dans la fois dernière, un petit mot, une phrase poétique de la journaliste nigériane a mis à feu et à sang toute une ville qui a perdu 250 personnes dans moins de 2 heures. Donc, on ne peut pas laisser le secteur des médias entre les mains des mains inexpertes, entre des mains hasardeuses pour traiter une information. Parfois, ça fait pitié de voir des gens sur YouTube qui sont en train de crier, qui n'ont même pas un certificat d'école primaire. Oh, mais alors, merci beaucoup, Eric Mwamba. Nous avons totalisé pratiquement 1 heure. Je vous donne 30 secondes juste pour conclure et puis on termine l'émission d'aujourd'hui. Alors, que diriez-vous très rapidement? Bon, très rapidement, c'est
je demande à l'ensemble de la population congolaise, aussi à notre diaspora, de se mobiliser derrière les FARDC. Pourquoi ne pas organiser une collecte, venir en aide aux familles des militaires qui sont au front, au lieu de trop parler? Avec les discours, on ne va pas changer la RDC. Il faut mettre aussi la main à la poche. Merci beaucoup. Merci alors, chers amis, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Presque 60 minutes de réflexion. Merci infiniment de votre fidélité. Et merci à M. Eric Mwamba, qui est les journalistes d'investigation basé en Australie, qui aujourd'hui s'est déguisé en agent de renseignement pour appuyer les FARDC. Votre casquette, je ne la vois pas. Elle est où? Magnifique agent de renseignement des États-Unis qui travaille aux côtés des FARDC pour dans cette période d'état de siège. Merci, M. Eric, et toutes les bonnes choses. Merci à vous qui nous avez suivis. Et avant de quitter cette émission, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et puis aimez l'émission. En tout cas, likez, partagez pour que les gens suivent aussi les réflexions que nous avons faites aujourd'hui, qui sont très, très profondes et très intéressantes pour vous. Alors, merci, chers amis. Prenez bien soin de vous, comme nous l'avons toujours dit, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango teka da futere. Bapesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mogo koche, koche, yo mogo, yo mogo, yo mogo koche, koche, yo mogo, yo mogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.